grand-mère de 75 ans a préparé son dernier gâteau et a ému toute la France. Ce qu'elle a fait de ses mains tremblantes allait bien au-delà d'une recette. Cela a révélé des secrets de famille gardés pendant des décennies et a touché le cœur de sa petite fille éloignée, qui est retournée au foyer. Une histoire qui va vous faire pleurer et sourire en même temps, montrant comment l'amour traverse les générations et surmonte toute distance. Préparez-vous à un voyage passionnant. Laissez votre like, abonnez-vous et dites-nous de quelle ville vous regardez. L'arôme incomparable de cannelle et de vanille flottait dans l'air de la petite cuisine aux murs jaunis par le temps. La vieille maison en bois, nichée sur les pentes verdoyantes de la Normandie, semblait respirer en harmonie avec les mouvements méticuleux de Madame Élise. Ses doigts ridés, marqués par des décennies de travail et d'affection, tremblaient légèrement en étalant le glaçage sur le gâteau doré qui venait de sortir du four. Ce n'était pas un tremblement de fragilité, mais d'émotion contenue, comme si chaque geste portait le poids de toute une vie d'histoire non racontée. Dehors, la fine pluie de janvier embrassait les toits de tuiles et les vieilles pierres du pavé. Le ciel gris encadrait les montagnes lointaines, créant un voile de mystère sur la petite ville de Saint-Benoît-des-Champs, où le temps insistait pour s'écouler plus lentement que dans le reste du monde. Les nuages lourds semblaient les gardiens d'anciens secrets, tout comme le cœur d'Élise gardait les siens. L'horloge murale, témoin silencieux de générations, marquait 3 heures de l'après-midi, lorsque le bruit de pneus sur le gravier interrompit la quiétude. Élise ajusta son tablier brodé de petites fleurs, cadeau de sa défunte mère, et inspira profondément. Elle savait exactement qui arrivait. La lettre qu'elle avait envoyée il y a 3 semaines avait finalement produit son effet, même si elle ne contenait qu'une photographie jaunie et un petit morceau de papier, avec la recette du gâteau de semoule de maïs qui parfumait maintenant chaque coin de la maison. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant, comme elle l'avait toujours fait depuis que Jean l'avait installée de ses propres mains, 50 ans auparavant. Et là, elle était, Sophie, avec ses cheveux coupés à la mode de la capitale, l'appareil photo suspendu à son cou comme une extension de son propre être, et des yeux qui portaient le poids de quelqu'un qui a cherché le monde entier, sauf ses propres racines. « Mamie !» La voix hésitante résonna dans le couloir étroit. Les yeux d'Élise se sont instantanément remplis de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. Pas encore. Il y avait tant à faire, tant à révéler, tant de secrets gardés, pendant des décennies dans des tiroirs fermés à clé, dans des boîtes à chaussures cachées dans le fond de l'armoire, dans des silences cultivés lors de dîners du dimanche, qui se sont raréfiés jusqu'à cesser complètement. « Dans la cuisine, ma fille. Viens, le chocolat chaud est prêt. » Sophie laissa la petite valise de voyage dans le couloir et suivit l'arôme qui lui rappelait des souvenirs d'une enfance lointaine. Chaque pas sur le plancher de bois était comme tourner la page d'un livre qu'elle avait abandonné à moitié. Lorsqu'elle entra finalement dans la cuisine, elle s'arrêta sous le chambranle de la porte, absorbant la scène comme elle le ferait avec une photographie digne de la une. Sa grand-mère, plus petite et plus fragile qu'elle ne se souvenait, devant le poêle à bois qui était resté exactement au même endroit, comme si le temps s'était figé entre ses murs, tandis que le monde extérieur ne cessait de tourner. « Ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» Madame Élise se tourna lentement, ses yeux parcourant chaque centimètre de sa petite fille, comme quelqu'un qui essaie de déchiffrer une œuvre d'art complexe. 5 ans, 2 mois et 14 jours, pour être plus exact. Sophie sentit le poids de ce compte précis. Sa grand-mère avait toujours été comme ça, méticuleuse avec les détails qui sembleraient insignifiants pour les autres. C'était comme si le temps était une recette qu'il fallait suivre à la lettre, chaque seconde mesurée avec la même précision qu'elle mesurait la semoule de maïs pour ses gâteaux parfaits. J'étais occupé. Les mots sonnèrent vides même pour Sophie. Comment expliquer qu'elle avait fui ses origines si délibérément? Comment justifier les appels non retournés, les Noëls manqués, les anniversaires dont on se souvenait? Seulement avec des cartes expédiées? Mon travail est très exigeant, mamie. Paris ne s'arrête jamais. Et le cœur, ne s'arrête-t-il pas non plus? La question simple coupe à l'air comme un couteau aiguisé coupe un gâteau fraîchement sorti du four. Élise n'attendit pas de réponse. Elle indiqua la chaise de paille usée. « Assieds-toi, nous devons parler. »
Sophie obéit, se sentant à nouveau comme la petite fille de 7 ans qui cassait les verres en cristal de son arrière-grand-mère et essayait ensuite de recoller les morceaux avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Le sentiment de culpabilité était le même, mais les morceaux étaient maintenant d'un autre type, beaucoup plus difficile à réunir. « Pourquoi m'as-tu appelé ici avec une telle urgence, mamie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce à propos de ta santé ?» Les questions jaillirent en rafale, comme les flashs d'un appareil photo essayant de capturer quelque chose en mouvement. Élise servit une tranche généreuse du gâteau encore tiède et poussa l'assiette vers sa petite fille. Ses mouvements étaient délibérés, comme si chaque geste faisait partie d'un rituel sacré. « Goûte d'abord, après nous parlerons. » Sophie hésita, mais l'arôme était irrésistible. Elle prit la fourchette et coupa un petit morceau, le portant à sa bouche avec cérémonie. La saveur explosa sur sa langue comme une révélation. C'était exactement comme elle se souvenait, peut-être même meilleur. C'était comme si chaque ingrédient portait un souvenir différent. La semoule de maïs rappelait les après-midi du dimanche sur la véranda. Le sucre apportait le son des rires pendant les fêtes de village d'été sur la place de l'église. La cannelle évoquait les nuits d'hiver autour du poêle à bois en écoutant des histoires de fantômes. « C'est toujours le même », commenta Sophie, plus pour elle-même que pour sa grand-mère. « Non », Élise secoua lentement la tête. « Celui-ci est différent. C'est le dernier. » Le mot « dernier » flotta dans l'air comme le brouillard qui couvrait les montagnes les matins d'hiver. Sophie sentit un froid parcourir son échine. « Comment ça, le dernier? Tu ne vas pas... Tu n'es pas en train de... » Les mots s'étranglèrent, refusant de matérialiser la peur soudaine qui la consumait. Élise rit, un rire bref qui illumina momentanément son visage marqué de rides profondes, chacune racontant une histoire différente. « Je ne suis pas en train de mourir, ma fille. Du moins, pas plus vite que tout le monde. » Elle fit une pause dramatique, savourant le moment. « Je prends ma retraite. C'est le dernier gâteau que je fais en suivant la recette originale de ton arrière-grand-mère. » Sophie posa sa fourchette confuse. « Et pourquoi cela serait-il si important au point de me faire venir en urgence ?» C'est alors que la porte de derrière s'ouvrit sans prévenir, apportant avec elle une rafale de vent froid et une silhouette corpulente que Sophie reconnut immédiatement, malgré les années passées. C'était Pierre, le fils de l'ancien laitier, maintenant un homme dans la quarantaine, avec des cheveux gris prématurés aux tempes et le même large sourire que Sophie se souvenait de son enfance. « Madame Élise, j'ai apporté les documents que vous avez demandés et... » Il s'arrêta en remarquant Sophie, ses yeux s'écarquillant de surprise sincère. « Sophie, c'est bien toi. Dis donc, ça fait un bail. » Les pièces commencèrent à s'emboîter dans l'esprit de Sophie avant même que quelqu'un puisse expliquer. Quoi qu'il se passât, il ne s'agissait pas seulement d'un gâteau ou d'une vieille recette. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui impliquait toute la communauté. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, regardant de sa grand-mère à Pierre, qui posait maintenant une chemise de documents sur la table en bois, massif. Élise échangea un regard complice avec Pierre avant de répondre, ses yeux brillants d'une détermination que Sophie n'avait pas vue depuis des années. « Il se trouve, ma chère, que notre village est sur le point de disparaître. » Elle fit un geste ample de la main, comme si elle pouvait embrasser toute la ville dans ce mouvement. La laiterie fait faillite. Sans elle, la moitié des familles d'ici perdront leur source de revenus. Saint-Benoît deviendra une ville fantôme, en moins d'1 an. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec ton gâteau ?» questionna Sophie, sentant qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Pierre ouvrit la chemise et en retira un dépliant coloré. « Concours national de gastronomie traditionnelle. » Il lut le titre à voix haute. Le vainqueur reçoit non seulement un prix en argent, mais signe également un contrat avec la plus grande chaîne de supermarchés du pays pour commercialiser son produit. Et vous pensez qu'un gâteau de semoule de maïs va sauver une laiterie? Sophie ne put retenir son ton d'incrédulité. Ce n'est pas juste un gâteau de semoule de maïs. La voix d'Élise prit une solennité inattendue. C'est l'histoire de cet endroit. C'est l'âme des gens qui vivent ici. Et oui, cela peut sauver la laiterie, car la recette originale utilise 3 types différents de produits laitiers qui ne sont produits qu'ici.
avec des techniques que ton arrière-grand-père a rapportées d'Italie il y a presque un siècle. Un silence dense emplit la cuisine. Dehors, la pluie s'était intensifiée, tambourinant sur le toit comme des doigts impatients. Sophie se sentit soudainement petite face à l'ampleur de ce qui était en jeu. Ce n'était pas seulement un concours de cuisine ou l'avenir économique d'une petite ville de province. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose lié aux racines qu'elle s'était tant efforcée de couper. « Et qu'est-ce que tu attends de moi, exactement ?» demanda finalement Sophie, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Élise étendit le bras et couvrit la main de sa petite fille de la sienne. La peau de sa grand-mère était chaude, malgré le froid qu'il faisait, et rugueuse comme le papier d'une vieille photographie. « Je veux que tu racontes notre histoire, Sophie. Avec tes photographies, avec tes mots. Je veux que tu sois mes yeux et mes mains dans ce voyage. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Élise échangea à nouveau un regard avec Pierre, qui acquiesça discrètement et quitta la cuisine, laissant grand-mère et petite-fille seules. Lorsque la porte se referma derrière lui, la vieille dame se leva avec quelques difficultés et se dirigea vers une petite commode appuyée contre le mur opposé. D'un des tiroirs, elle retira une boîte en bois sculpté, aussi ancienne qu'elle-même semblait l'être. Parce qu'il y a des choses, de grand-mère de 75 ans a préparé son dernier gâteau et a ému toute la France. Ce qu'elle a fait de ses mains tremblantes allait bien au-delà d'une recette. Cela a révélé des secrets de famille gardés pendant des décennies et a touché le cœur de sa petite fille éloignée, qui est retournée au foyer. Une histoire qui va vous faire pleurer et sourire en même temps, montrant comment l'amour traverse les générations et surmonte toute distance. Préparez-vous à un voyage passionnant. Laissez votre like, abonnez-vous et dites-nous de quelle ville vous regardez. L'arôme incomparable de cannelle et de vanille flottait dans l'air de la petite cuisine aux murs jaunis par le temps. La vieille maison en bois, nichée sur les pentes verdoyantes de la Normandie, semblait respirer en harmonie avec les mouvements méticuleux de Madame Élise. Ses doigts ridés, marqués par des décennies de travail et d'affection, tremblaient légèrement en étalant le glaçage sur le gâteau doré qui venait de sortir du four. Ce n'était pas un tremblement de fragilité, mais d'émotion contenue, comme si chaque geste portait le poids de toute une vie d'histoire non racontée. Dehors, la fine pluie de janvier embrassait les toits de tuiles et les vieilles pierres du pavé. Le ciel gris encadrait les montagnes lointaines, créant un voile de mystère sur la petite ville de Saint-Benoît-des-Champs, où le temps insistait pour s'écouler plus lentement que dans le reste du monde. Les nuages lourds semblaient les gardiens d'anciens secrets, tout comme le cœur d'Élise gardait les siens. L'horloge murale, témoin silencieux de générations, marquait 3 heures de l'après-midi, lorsque le bruit de pneus sur le gravier interrompit la quiétude. Élise ajusta son tablier brodé de petites fleurs, cadeau de sa défunte mère, et inspira profondément. Elle savait exactement qui arrivait. La lettre qu'elle avait envoyée il y a 3 semaines avait finalement produit son effet, même si elle ne contenait qu'une photographie jaunie et un petit morceau de papier, avec la recette du gâteau de semoule de maïs qui parfumait maintenant chaque coin de la maison. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant, comme elle l'avait toujours fait depuis que Jean l'avait installée de ses propres mains, 50 ans auparavant. Et là, elle était, Sophie, avec ses cheveux coupés à la mode de la capitale, l'appareil photo suspendu à son cou comme une extension de son propre être, et des yeux qui portaient le poids de quelqu'un qui a cherché le monde entier, sauf ses propres racines. « Mamie !» La voix hésitante résonna dans le couloir étroit. Les yeux d'Élise se sont instantanément remplis de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. Pas encore. Il y avait tant à faire, tant à révéler, tant de secrets gardés, pendant des décennies dans des tiroirs fermés à clé, dans des boîtes à chaussures cachées dans le fond de l'armoire, dans des silences cultivés lors de dîners du dimanche, qui se sont raréfiés jusqu'à cesser complètement. « Dans la cuisine, ma fille. Viens, le chocolat chaud est prêt. » Sophie laissa la petite valise de voyage dans le couloir et suivit l'arôme qui lui rappelait des souvenirs d'une enfance lointaine. Chaque pas sur le plancher de bois était comme tourner la page d'un livre qu'elle avait abandonné à moitié. Lorsqu'elle entra finalement dans la cuisine, elle s'arrêta sous le chambranle de la porte, absorbant la scène comme elle le ferait avec une photographie digne de la une. Sa grand-mère, plus petite et plus fragile qu'elle ne se souvenait,
devant le poêle à bois qui était resté exactement au même endroit, comme si le temps s'était figé entre ses murs, tandis que le monde extérieur ne cessait de tourner. « Ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» Madame Élise se tourna lentement, ses yeux parcourant chaque centimètre de sa petite fille, comme quelqu'un qui essaie de déchiffrer une œuvre d'art complexe. 5 ans, 2 mois et 14 jours, pour être plus exact. Sophie sentit le poids de ce compte précis. Sa grand-mère avait toujours été comme ça, méticuleuse avec les détails qui sembleraient insignifiants pour les autres. C'était comme si le temps était une recette qu'il fallait suivre à la lettre, chaque seconde mesurée avec la même précision qu'elle mesurait la semoule de maïs pour ses gâteaux parfaits. J'étais occupé. Les mots sonnèrent vides même pour Sophie. Comment expliquer qu'elle avait fui ses origines si délibérément? Comment justifier les appels non retournés, les Noëls manqués, les anniversaires dont on se souvenait? Seulement avec des cartes expédiées? Mon travail est très exigeant, mamie. Paris ne s'arrête jamais. Et le cœur, ne s'arrête-t-il pas non plus? La question simple coupe à l'air comme un couteau aiguisé coupe un gâteau fraîchement sorti du four. Élise n'attendit pas de réponse. Elle indiqua la chaise de paille usée. « Assieds-toi, nous devons parler. » Sophie obéit, se sentant à nouveau comme la petite fille de 7 ans qui cassait les verres en cristal de son arrière-grand-mère et essayait ensuite de recoller les morceaux avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Le sentiment de culpabilité était le même, mais les morceaux étaient maintenant d'un autre type, beaucoup plus difficile à réunir. « Pourquoi m'as-tu appelé ici avec une telle urgence, mamie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce à propos de ta santé? » Les questions jaillirent en rafale, comme les flashs d'un appareil photo essayant de capturer quelque chose en mouvement. Élise servit une tranche généreuse du gâteau encore tiède et poussa l'assiette vers sa petite fille. Ses mouvements étaient délibérés, comme si chaque geste faisait partie d'un rituel sacré. « Goûte d'abord, après nous parlerons. » Sophie hésita, mais l'arôme était irrésistible. Elle prit la fourchette et coupa un petit morceau, le portant à sa bouche avec cérémonie. La saveur explosa sur sa langue comme une révélation. C'était exactement comme elle se souvenait, peut-être même meilleur. C'était comme si chaque ingrédient portait un souvenir différent. La semoule de maïs rappelait les après-midi du dimanche sur la véranda. Le sucre apportait le son des rires pendant les fêtes de village d'été sur la place de l'église. La cannelle évoquait les nuits d'hiver autour du poêle à bois en écoutant des histoires de fantômes. « C'est toujours le même », commenta Sophie, plus pour elle-même que pour sa grand-mère. « Non », Élise secoua lentement la tête. « Celui-ci est différent. C'est le dernier. » Le mot « dernier » flotta dans l'air comme le brouillard qui couvrait les montagnes les matins d'hiver. Sophie sentit un froid parcourir son échine. « Comment ça, le dernier? Tu ne vas pas... Tu n'es pas en train de... » Les mots s'étranglèrent, refusant de matérialiser la peur soudaine qui la consumait. Élise rit, un rire bref qui illumina momentanément son visage marqué de rides profondes, chacune racontant une histoire différente. « Je ne suis pas en train de mourir, ma fille. Du moins, pas plus vite que tout le monde. » Elle fit une pause dramatique, savourant le moment. « Je prends ma retraite. C'est le dernier gâteau que je fais en suivant la recette originale de ton arrière-grand-mère. » Sophie posa sa fourchette confuse. « Et pourquoi cela serait-il si important au point de me faire venir en urgence ?» C'est alors que la porte de derrière s'ouvrit sans prévenir, apportant avec elle une rafale de vent froid et une silhouette corpulente que Sophie reconnut immédiatement, malgré les années passées. C'était Pierre, le fils de l'ancien laitier, maintenant un homme dans la quarantaine, avec des cheveux gris prématurés aux tempes et le même large sourire que Sophie se souvenait de son enfance. « Madame Élise, j'ai apporté les documents que vous avez demandés et... » Il s'arrêta en remarquant Sophie, ses yeux s'écarquillant de surprise sincère. « Sophie, c'est bien toi. Dis donc, ça fait un bail. » Les pièces commencèrent à s'emboîter dans l'esprit de Sophie avant même que quelqu'un puisse expliquer. Quoi qu'il se passât, il ne s'agissait pas seulement d'un gâteau ou d'une vieille recette. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui impliquait toute la communauté. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, regardant de sa grand-mère à Pierre, qui posait maintenant une chemise de documents sur la table en bois, massif.
Élise échangea un regard complice avec Pierre avant de répondre, ses yeux brillants d'une détermination que Sophie n'avait pas vue depuis des années. « Il se trouve, ma chère, que notre village est sur le point de disparaître. » Elle fit un geste ample de la main, comme si elle pouvait embrasser toute la ville dans ce mouvement. La laiterie fait faillite. Sans elle, la moitié des familles d'ici perdront leur source de revenus. Saint-Benoît deviendra une ville fantôme, en moins d'1 an. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec ton gâteau ?» questionna Sophie, sentant qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Pierre ouvrit la chemise et en retira un dépliant coloré. « Concours national de gastronomie traditionnelle ». Il lut le titre à voix haute. Le vainqueur reçoit non seulement un prix en argent, mais signe également un contrat avec la plus grande chaîne de supermarchés du pays pour commercialiser son produit. Et vous pensez qu'un gâteau de semoule de maïs va sauver une laiterie? Sophie ne put retenir son ton d'incrédulité. Ce n'est pas juste un gâteau de semoule de maïs. La voix d'Élise prit une solennité inattendue. C'est l'histoire de cet endroit. C'est l'âme des gens qui vivent ici. Et oui, cela peut sauver la laiterie, car la recette originale utilise 3 types différents de produits laitiers qui ne sont produits qu'ici, avec des techniques que ton arrière-grand-père a rapportées d'Italie il y a presque un siècle. Un silence dense emplit la cuisine. Dehors, la pluie s'était intensifiée, tambourinant sur le toit comme des doigts impatients. Sophie se sentit soudainement petite face à l'ampleur de ce qui était en jeu. Ce n'était pas seulement un concours de cuisine ou l'avenir économique d'une petite ville de province. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose lié aux racines qu'elle s'était tant efforcée de couper. « Et qu'est-ce que tu attends de moi, exactement ?» demanda finalement Sophie, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Élise étendit le bras et couvrit la main de sa petite fille de la sienne. La peau de sa grand-mère était chaude, malgré le froid qu'il faisait, et rugueuse comme le papier d'une vieille photographie. « Je veux que tu racontes notre histoire, Sophie. Avec tes photographies, avec tes mots. Je veux que tu sois mes yeux et mes mains dans ce voyage. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Élise échangea à nouveau un regard avec Pierre, qui acquiesça discrètement et quitta la cuisine, laissant grand-mère et petite-fille seules. Lorsque la porte se referma derrière lui, la vieille dame se leva avec quelques difficultés et se dirigea vers une petite commode appuyée contre le mur opposé. D'un des tiroirs, elle retira une boîte en bois sculpté, aussi ancienne qu'elle-même semblait l'être, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être racontées qu'au bon moment, à la bonne personne. Elle retourna à la table et posa la boîte devant Sophie. Et parce que mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient, l'arthrite empire. Ce sera vraiment mon dernier gâteau, du moins fait entièrement par moi. Sophie ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, elle trouva une collection de vieilles photographies, des coupures de journaux jaunis par le temps et un petit carnet à couverture de cuir usé. Sur la première photographie, une jeune Élise, pas plus de 20 ans, posait souriante à côté d'un homme élégant en costume, devant un restaurant dont la façade affichait en lettres « Art déco, saveur de France ». « Qui est cet homme avec toi, mamie ?» demanda Sophie, intriguée. « Robert Moreau, l'un des chefs les plus célèbres de France dans les années 50, » répondit Élise, une lueur étrange dans les yeux. « Mon mentor, mon bourreau, et l'homme qui a volé plus que mes recettes. » Les 2 heures suivantes furent comme plongées dans un album de photographies tridimensionnelles. Chaque image, chaque coupure de journal révélait une facette totalement inconnue de Madame Élise. Elle n'était pas seulement la grand-mère qui faisait des gâteaux merveilleux sur un poêle à bois en Normandie. Elle avait été une chef primée, pionnière dans la valorisation des ingrédients régionaux français, à une époque où la haute gastronomie n'avait Dieu que pour les techniques et les saveurs européennes. « Pourquoi tu n'as jamais raconté ça avant ?» questionna Sophie, feuilletant un article de 1952 qui louait avec effusion les créations novatrices de la jeune chef normande qui révolutionne la scène gastronomique parisienne. Élise soupira profondément, comme si le poids de décennies pouvait enfin être soulagé. Parce que c'était trop douloureux de se souvenir, parce qu'il y avait de la honte mêlée à la fierté, parce que certaines histoires ont besoin de temps pour mûrir, comme un bon fromage. Elle sourit avec mélancolie. Et peut-être parce que personne n'a jamais vraiment demandé. La dernière affirmation frappa Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. C'était vrai.
Dans sa hâte de construire une carrière, de se distancer de ce qu'elle considérait comme la simplicité provinciale de ses origines, elle n'avait jamais vraiment interrogé sa grand-mère sur son passé, ses rêves, ses douleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu tout laissé derrière toi? Le visage d'Élise se durcit momentanément, comme la croûte d'un pain qui passe trop de temps au four. Robert et moi étions proches, plus que mentor et apprenti ne devraient l'être. Il était marié, j'étais jeune et naïve. Quand j'ai découvert que j'attendais un enfant, ton père, Robert a paniqué. La même semaine, il a présenté au Festival international de gastronomie un menu complet basé sur les recettes que j'avais développées en utilisant des techniques et des ingrédients de ma famille. Des recettes qui n'avaient jamais quitté cette cuisine avant que je ne les emmène à Paris. Sophie sentit le sang bouillonner dans ses veines. Il a volé ton travail et il a gagné une renommée mondiale avec, compléta Élise, sans amertume apparente dans la voix, juste un constat des faits. Pendant ce temps, il a répandu des rumeurs sur mon caractère dans la communauté gastronomique. Personne ne voulait m'embaucher après ça, surtout en étant une mère célibataire en 1953. Et tu as simplement accepté? Tu es revenu ici? Et tu as fait comme si de rien n'était. Sophie ne comprenait pas comment sa grand-mère, toujours si forte et déterminée dans ses souvenirs, avait pu se résigner à une telle injustice. Élise sourit, un sourire serein qui ne correspondait pas à la gravité de l'histoire qu'elle venait de raconter. Non, ma chère, je suis revenu ici et j'ai reconstruit ma vie. J'ai rencontré ton grand-père, un homme bon qui a aimé ton père comme s'il était son propre sang. J'ai élevé ma famille, j'ai préservé mes recettes, j'ai partagé mon savoir avec qui voulait apprendre. N'est-ce pas cela qui compte, en fin de compte, l'héritage que nous laissons? Sophie sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Il y avait tant de dignité dans cette petite femme aux cheveux blancs, tant de force tranquille. Comment avait-elle pu s'éloigner si longtemps, pensant qu'il n'y avait rien à apprendre ici? Et maintenant, ce Robert Moreau sera l'un des jurés du concours national. La voix grave de Pierre surprit les deux femmes. Il était revenu dans la cuisine sans qu'elle ne le remarque, apportant avec lui une chemise de documents. Je viens de confirmer. Il participe rarement à ces événements, mais il semble que le thème de cette année, Rescatando sabores esquecidos, ait éveillé son intérêt. Un silence pesant tomba sur la cuisine. Dehors, la pluie avait finalement cessé, laissant dans l'air cette odeur particulière de terre mouillée qui précède le crépuscule dans les montagnes normandes. Ça change tout, n'est-ce pas? Sophie verbalisa finalement ce que tout le monde pensait. Au contraire, Élise se leva, soudainement pleine d'énergie. Ça ne change absolument rien. Nous allons participer à ce concours, nous allons récupérer ces recettes et nous allons montrer au monde la vraie valeur de la gastronomie qui est née dans ces montagnes. Dans les semaines qui suivirent, la petite cuisine de Madame Élise se transforma en un laboratoire gastronomique où passé et présent s'entremêlaient comme les ingrédients d'une recette complexe. Sophie, qui prévoyait initialement de ne rester que quelques jours, annula ses engagements à Paris et plongea corps et âme dans le projet. Chaque matin commençait avec Élise partageant des histoires sur l'origine d'un ingrédient ou d'une technique particulière. Tandis que ses mains ridées pétrissaient, coupaient, mélangeaient, sa voix donnait vie à des personnages et des lieux oubliés depuis longtemps. Son arrière-grand-mère française qui avait introduit l'utilisation du safran dans les recettes traditionnelles normandes, le vieux fermier qui cultivait un type spécifique de blé, uniquement pour la semoule de maïs des gâteaux de Madame Élise. Les après-midi de pâtisserie avec les sœurs de la boulangerie locale, qui gardèrent des secrets centenaires sur l'art de confire les fruits. Sophie documentait tout méticuleusement, ses compétences photographiques capturant non seulement le processus culinaire, mais l'âme qu'il y avait derrière chaque geste. Au fil des semaines, elle percevait une transformation qui s'opérait non seulement dans les images qu'elle produisait, mais en elle-même. C'était comme si chaque histoire racontée par sa grand-mère remplissait un vide qu'elle ne savait même pas exister dans sa poitrine. Pierre apparaissait presque quotidiennement, apportant avec lui les produits les plus frais de la laiterie et des nouvelles du monde extérieur. Grâce à lui, Sophie découvrit que la petite ville se mobilisait autour du concours. Des artisans locaux travaillaient à la confection d'un emballage spécial pour le gâteau,
Le professeur d'histoire de l'école municipale organisait une exposition sur l'évolution de la cuisine régionale. Même le prêtre avait consacré un sermon dominical à l'importance de préserver les traditions culinaires comme partie intégrante de l'identité culturelle. C'est plus qu'un concours pour eux, expliqua Pierre un après-midi, tandis qu'il aidait à charger des sacs de farine dans le cellier. C'est une chance d'être vu, de voir leur histoire valorisée, de se prouver à eux-mêmes qu'ils comptent encore dans un monde qui semble de plus en plus enclin à les oublier. Sophie comprit parfaitement ce sentiment. N'était-ce pas exactement ce qu'elle recherchait dans son travail de photojournaliste? Donner de la visibilité aux invisibles? Raconter des histoires qui autrement resteraient dans l'ombre? L'ironie d'avoir voyagé dans le monde entier à la recherche de cela, pour finalement le trouver dans la cour de son enfance, ne lui échappa pas. Par un après-midi particulièrement chaud d'août, alors qu'elle testait une nouvelle variante du glaçage traditionnel, les mains de Madame Élise flanchèrent. Le saladier en porcelaine qui avait appartenu à sa mère glissa entre ses doigts arthritiques et se brisa sur le sol en céramique. Au même instant où le bruit de la vaisselle cassée résonna dans la cuisine, l'expression sur le visage de la vieille dame se transforma. Ce n'était pas seulement de la tristesse pour la perte d'un objet de valeur sentimentale. C'était quelque chose de plus profond, de plus dévastateur, la perception de sa propre fragilité. « Mes mains ne servent même plus à tenir un saladier », murmura-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage ridé. « Comment vais-je préparer un gâteau pour un concours national ?» Sophie sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla à côté de sa grand-mère et prit ses mains tremblantes entre les siennes. « Tes mains ont servi à créer des œuvres d'art culinaire pendant plus de 60 ans, mamie. Elles ont servi à emmailloter mon père, à m'apprendre, à faire mes premiers pas, à réconforter les gens dans les moments de douleur et à célébrer les moments de joie. Elles méritent de se reposer maintenant. Mais sans mes mains, qui fera le gâteau? Qui maintiendra nos traditions vivantes ?» La voix d'Élise était petite, presque enfantine dans sa vulnérabilité. « Je le ferai », répondit Sophie, se surprenant elle-même par la conviction dans sa voix. « Tu seras mes mains maintenant de la même manière que tu as été mon cœur. Pendant toutes ces années où j'étais loin. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent de surprise. « Mais tu sais à peine faire frire un œuf, ma fille !» Sophie rit, sentant une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Alors, nous avons beaucoup de travail devant nous, n'est-ce pas ?» Les 2 semaines suivantes furent une danse complexe d'essais et d'erreurs. Sophie, habituée à la précision exigée par la photographie, découvrit que la cuisine permettait, et parfois même exigeait, une flexibilité qui défiait toutes ses notions préconçues. Il ne suffisait pas de suivre la recette à la lettre. Il fallait sentir le point de la pâte, comprendre comment l'humidité de l'air affectait le temps de cuisson, reconnaître le moment exact où un sirop atteignait le point idéal par le changement subtil de sa consistance. Cuisiner n'est pas une science exacte, c'est une conversation, expliquait patiemment Élise à chaque nouvel échec de sa petite fille. Tu dois écouter ce que les ingrédients te disent. Un soir, après une tentative particulièrement désastreuse qui se solda par un gâteau complètement effondré, Sophie trouva sa grand-mère assise seule sur la véranda, contemplant les étoiles qui brillaient intensément dans le ciel limpide de montagne. Sans dire un mot, elle s'assit à côté d'elle sur la vieille balançoire en bois qui grinçait doucement à chaque mouvement. « Je ne t'ai jamais raconté pourquoi ce gâteau est si spécial, n'est-ce pas ?» Élise brisa le silence, sa voix se mêlant au son nocturne des grillons et des grenouilles. Sophie secoua la tête négativement, attendant. « Quand ton grand-père m'a demandé en mariage, j'étais encore très blessée par ce qui s'était passé à Paris. J'avais peur de faire confiance, de me livrer à nouveau. Alors, il m'a demandé de lui apprendre à faire ce gâteau, en disant que s'il réussissait à le préparer exactement comme moi, il prouverait qu'il pouvait comprendre mon âme. » « Et il a réussi ?» demanda Sophie, fascinée. Élise sourit, un sourire rempli de doux souvenirs. Non, le gâteau était horrible, complètement immangeable. Elle rit de l'expression confuse de Sophie. Mais cela n'a pas importé. Ce qui a importé, c'est qu'il ait essayé. Et en essayant, il a montré qu'il était prêt à entrer dans mon monde, à comprendre mon langage, à partager ce qui était vraiment important pour moi. Et c'est là que tu as réalisé que tu l'aimais,
C'est là que j'ai réalisé que l'amour véritable n'est pas de tout faire parfaitement, corrigea gentiment Élise. C'est la volonté de faire des bêtises ensemble et ensuite de nettoyer. La cuisine, côte à côte. Sophie laissa les mots pénétrer profondément dans son être. Combien de fois avait-elle abandonné des relations, des projets, des lieux aux premiers signes d'imperfection? Combien de connexions avait-elle perdues par peur de ne pas répondre aux attentes ou de ne pas recevoir en retour le même niveau de perfection qu'elle exigeait d'elle-même? Je crois que j'ai enfin compris le vrai secret de la recette, mamie, murmura-t-elle, appuyant sa tête sur l'épaule de la vieille dame. Et quel serait-il? Ce ne sont pas les ingrédients, ni même la technique. C'est l'amour que nous y mettons. C'est l'histoire que nous racontons à travers elle. Élise acquiesça, ses yeux brillants à la lumière argentée de la lune. Exactement. Et c'est pourquoi demain nous allons réessayer. Et après-demain si nécessaire. Et le jour suivant aussi. Jusqu'à ce que tes mains apprennent ce que ton cœur sait déjà. Le matin du concours, le soleil se leva timidement derrière les montagnes, peignant le ciel de tonalités allant du rose pâle à l'orange intense. Sophie se réveilla avant même le premier chant du coq, son estomac rempli de papillons nerveux. Ces derniers jours, après d'innombrables tentatives, elle avait finalement réussi à produire un gâteau que Élise elle-même considéra digne de ses ancêtres. Mais serait-ce suffisant? La petite ville semblait s'être réveillée avec le même état d'esprit. Lorsque Sophie et Élise quittèrent la maison, elles trouvèrent la rue décorée de guirlandes colorées et d'affiches de soutien. Une caravane de 3 bus attendait sur la place principale. Pratiquement toute la population avait décidé d'accompagner le duo jusqu'à la capitale régionale, où le concours devait avoir lieu. On dirait qu'on emmène Toussaint-Benoît avec nous, commenta Sophie, émue par cette démonstration d'unité communautaire. Et c'est bien le cas, répondit Élise, serrant la petite boîte en bois sculptée qu'elle portait dans ses bras. À l'intérieur, outre les documents nécessaires à l'inscription, se trouvaient quelques-unes des vieilles photographies et le carnet de recettes originales de son arrière-grand-mère. Ce n'est pas seulement notre nom qui sera sur cette scène. Aujourd'hui, c'est le nom de tous ceux qui nous ont précédés et de tous ceux qui viendront après. Le voyage de 3 heures jusqu'à la capitale fut ponctué de chansons traditionnelles, entonnées par les plus anciens, et d'histoires sur les concours culinaires du passé. Sophie profita de l'occasion pour capturer des images de ces visages, pleins d'espoir et de détermination. Dans chaque ride, dans chaque sourire, dans chaque regard, il y avait une histoire qui méritait d'être racontée. Lorsqu'elles arrivèrent enfin au centre de congrès où l'événement devait se dérouler, la réalité de la compétition qu'elles allaient affronter s'imposa. Des dizaines d'équipes de tout le pays déchargeaient des équipements sophistiqués, des ingrédients exotiques, des uniformes impeccables. En comparaison, la petite délégation normande, avec ses moules simples et ses ingrédients cultivés, dans des jardins de terre rouge, semblait sortie d'une autre époque. « Ne te laisse pas intimider », murmura Pierre, remarquant l'expression préoccupée de Sophie. « Souviens-toi de ce que ta grand-mère dit toujours. Le vrai goût ne s'achète pas dans les grands magasins. » Le processus d'installation du poste de travail fut un exercice de collaboration communautaire. Tandis que Sophie organisait les ingrédients selon l'ordre d'utilisation, Élise supervisait chaque détail, ses yeux expérimentés ne laissant rien passer. Autour, les habitants de